En direct à LCN. Alors, négociation du secteur public, la grève pour un demi-million de travailleurs, la FIC qui s'ajoute, 1 million de jeunes privés de classe pour une 4e semaine. C'est là-dessus qu'on amorce notre joute des analystes. Avec nous, Emmanuel, Mario et Paul. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est tout chaud. Je vous lis ce que Sonia Lebel a envoyé comme déclaration, comme communiqué. D'importantes discussions ont eu lieu avec la FAE dans les derniers jours. Nous avons maintenant sur la table des éléments essentiels pour nous entendre. Malgré certains écarts, nous entrons dans une phase cruciale qui nous permettra d'entrevoir une entente qui pourra bénéficier aux élèves et aux enseignants. On entend tout autre chose de la Fédération autonome de l'enseignement qui disait ce matin, on se sent floué, on croit que le gouvernement ne prend pas ça au sérieux. Alors, on a hâte de comprendre comment vous décodez tout ça, si on commençait avec Paul. Tiens. C'est un peu embêtant. Est-ce que ça a évolué entre ce matin et les propos, enfin le communiqué de la ministre Sonia Lebel? C'est important, mais ça me rappelait à l'époque un jeu questionnaire qui s'appelait « Qui dit vrai? » Et il y a vraiment deux versions. L'expression « les brumes de la guerre » s'applique parfaitement à ces négociations aussi. Mais écoutez, si les mots veulent encore dire quelque chose, si le poids des mots est important, ceux choisis par la ministre Sonia Lebel sont importants. Quand elle dit que les conditions sont réunies, phase cruciale pour permettre d'entrevoir une entente, c'est quand même pas rien. Là. Donc, est-ce qu'il y a eu du mouvement? En tout cas, la ministre Lebel vient de créer de l'espoir, là, parce qu'on sait les enfants touchés par cette grève-là en particulier, c'est en 4e semaine privée de classe. Est-ce qu'il y a vraiment un espoir véritable pour une reprise des classes, peut-être lundi prochain? En tout cas, la ministre Lebel vient de remonter un peu la cote. Là. On se pose la question depuis le début des moyens de pression. Là, à quel moment les parents vont lâcher les syndiqués de l'enseignement? Est-ce qu'on peut étirer l'élastique encore longtemps, Emmanuel? Je suis pas certaine parce que on parle beaucoup de l'appui des parents, mais l'appui des parents, c'est aux revendications générales et à la cause que les profs soient bien traités. Il n'y a pas eu de sondage sur l'appui des parents à la grève générale illimitée. Puis de la même façon que la semaine dernière, quand la FIC m'a dit en entrevue qu'eux, ils voulaient augmenter le salaire de 50 le samedi, ça a comme, ça a mis beaucoup d'eau dans le gaz. Mais à un moment, plus ça avance, plus le détail, les parents n'étaient pas trop d'accord avec l'histoire de l'affectation des classes au mois d'août. On l'a vu, la FAE a bougé. Est-ce que les parents ils sont d'accord que les profs soient en grève générale illimitée parce que les enseignants veulent avoir le droit d'avoir une semaine de 4 jours sans qu'une commission scolaire ait un droit de regard là-dessus? Je suis pas certaine, moi. Et c'est là que je pense qu'il y a une mauvaise lecture à terme de la nature de l'appui de la population. Et ça commence à être criant à cause du dommage majeur que ça fait aux enfants. Ouais. Certains se demandent, comme la présidente de la FTQ, pourquoi, Mario, à ce stade-ci, on n'est pas rendu à la portion blitz de négociation. Mme Lebel a répondu aux chefs syndicaux, là, malgré ce qui est véhiculé, j'assure les Québécois que les équipes de négociation gouvernementales ne ménagent aucun effort aux tables. Les discussions se déroulent 24-24, 7 sur 7 en continu, à tous les niveaux, avec tous les syndicats. Mais c'est pas ce qu'on sent. Là. La ministre, j'ai bien du respect pour sa déclaration, mais c'est pas ce qu'on sent. Ceci dit, à la question pourquoi on ne serait pas dans un blitz plus intensif, ma seule réponse, c'est que c'est parce que les partis sont trop loin. La notion de blitz, c'est l'espèce de sentiment d'urgence. Quand les deux lacets sont assez rapprochés, que tu sens que tu vas pouvoir faire un nœud, là, on dirait que là, tu mets bouchée double. C'est là que le crunch arrive. Quand les partis sont trop loin, ça donne rien de faire un blitz. Et je pense que c'est là-dessus là, que ça a chopé. Maintenant, moi, je suis d'accord que le message de Sonia Lebel aujourd'hui, en ce qui me concerne, moi, ça laisse entendre une entente dans les 24 à 48 heures. Je ne veux pas être le casseux de party, ceci dit. Mais dans le cas de la FAE, même si on a une entente, il y a un retour au travail. Si le Front commun est en grève, le Front commun représente les employés de soutien dans les mêmes écoles et on ne retourne pas en classe. Les enseignants de la FAE vont revenir au travail, vont être payés chez eux, mais on ne retourne pas à l'école, on ne franchit pas les piquets de grève des employés de soutien là, du Front commun. Mais les instances devront se réunir. C'est la raison pour laquelle je disais peut-être une perspective ou un retour en classe la semaine prochaine, lundi prochain. Je vous entends sur l'aspect pédagogique de la grève là, qui préoccupe beaucoup les parents. Là, Emmanuel, si ça se poursuit au-delà de Noël, ils auront manqué 6 semaines d'école, presque autant que les vacances scolaires, de 1 et de 2. On va gérer comment l'inéquité que ça va créer avec les élèves du privé là, qui vont à l'école comme d'habitude?
Sophie, c'est absolument ingérable. Moi, je vois pas comment ils font le faire. Avant de venir en ondes, j'ai vérifié l'agenda scolaire de ma fille. Voir ce qu'elle a étudié depuis qu'ils sont en grève. En géographie, ils ont fait tout le module sur la métropole. En histoire, ils ont fait tout le module sur la Mésopotamie. En sciences, ils ont fait le cycle de l'eau, les tremblements de terre, les volcans. En mathématiques, ils ont fait les fractions, les nombres décimaux et comment faire le transfert de l'un à l'autre. Puis en français, d'ici la fin de la semaine prochaine, ils vont avoir fini de lire le 2e des 4 romans qu'il faut lire dans l'année. Hey. Tu peux pas récupérer ça, je veux dire. On l'a franchi, ce cap-là, déjà, là. À moins de prolonger le calendrier scolaire substantiellement. Quel casse-tête. La semaine de relâche et l'ajournement de juin, peut-être plus tard. Hein. Ouais. Paul, mais moi, je vois quatre groupes distincts d'élèves, là. Les élèves du privé qui n'auront rien manqué. Les élèves, par exemple, qui sont de familles favorisées, qui vont avoir embauché un tuteur. Les élèves d'écoles affiliées à la CSQ, qui vont avoir manqué moins d'écoles. Oui, c'est vrai. Puis ceux affiliés à la FAE, qui vont avoir manqué le maximum d'écoles. Même, on parlait de 6 semaines. Si on compte Noël jusqu'au retour, on est plus proche de 7 semaines qui auraient été ratées. Ça veut dire qu'en janvier, mettons dans le scénario optimiste où on reprend en janvier, il y a de la révision à faire, là. Oui, en effet. Bien, on en reparle certainement demain. Paul, vous avez rencontré la conjointe du chef conservateur Pierre Poilievre, que bien peu de gens connaissent. On a très hâte de voir ça. Petit extrait qu'on vous promet tout de suite après la pause. Restez là. Une autre vision de l'actualité. Cube Radio. Ah, tu me parles de party de Noël? Ben oui, Mario, parce que ça arrive à grands pas, tout ça, mais pour certaines personnes, c'est difficile de dire non à des invitations. Tu sais, quand t'es invité, là, c'est beau, le party de Noël avec ta famille proche, OK, grand-papa, grand-maman. Là, quand ça s'en vient, tu sais, les cousins, les oncles, les tantes, tu sais, des fois du monde, ou même des amis que t'as moins le goût d'aller à leur party de Noël, ben vient le dilemme. Ou t'es occupé. Ou t'es occupé. Ou t'es fatigué. Ou t'as le goût de rester chez vous, parce que le temps des fêtes, c'est un marathon. Ben, des fois, c'est difficile de dire non à ces choses-là. Là. Moi, je fais partie des gens qui ont un fear of missing out, là, le faux mot, que tu es tout le temps en train d'avoir peur de manquer quelque chose. Ben, il y a une étude aux États-Unis qui est une excellente nouvelle pour ces gens-là. C'est dans le Journal of Personality and Social Psychology que ça a été dévoilé aujourd'hui. Une large étude en 5 instances, 5 expériences différentes sur au-dessus de 2000 participants dans lesquels on divisait les gens en 2 groupes. Il y avait les gens qui recevaient une invitation pour aller quelque part, puis le monde qui donnait l'invitation pour venir chez eux, par exemple. Et là, ben, là-dedans, après ça, on sondait les gens en disant, bon, vous devez refuser cette invitation-là. Qu'est-ce que ça vous évoque comme sentiment? Puis à quel point vous avez peur de décevoir l'autre? À quel point vous attendez à ce qu'il y ait des conséquences négatives à ce refus-là? Etc. On posait la même question à la personne qui lance l'invitation. Puis il y avait toutes sortes de scénarios hypothétiques qui se mettaient autour de ça. Mais là, au final, la conclusion de tout ça, ben, c'est que les gens qui refusent une invitation ont tendance à surestimer à quel point ça va avoir des impacts négatifs. Dans le sens où c'est pas si grave que ça, finalement. Les gens qui se font refuser leur invitation en tant que tels, ceux qui se font choquer, en bon français, ben ces gens-là considèrent que c'est pas si grave que ça, comparativement. À mon avis, c'est beaucoup plus grave de poser un lapin, là. D'appeler à 4 heures l'après-midi pour dire on ira pas souper, quand tout est fait, puis le plat est au four, puis les gens ont passé la journée à décorer la maison, mettre une belle table. Voilà, c'est vraiment... Ça, à moins d'être malade, mourant, là, je trouve que ça se fait pas. Non, exactement. C'est quelque chose qui se fait pas, à moins d'avoir effectivement une excellente excuse. Mais dans ce cas-ci, c'est vraiment là, de refuser l'invitation quand vous la recevez au départ. Mais c'est pas si grave, c'est que ça, du moins, c'est moins grave que ce qu'on pense quand on refuse tout ça. C'est ce que démontre cette étude-là. Puis il y a toutes sortes de critères, évidemment, comme tu le dis. Donc, on a tendance à surestimer le niveau de déception qu'on génère en disant non. Exactement. Ou on a tendance à surestimer comment notre propre importance. Notre propre importance. Par rapport au fait qu'on arrive quelque part. Mais c'est surtout, ils se sont rendus compte que oui, il y a un peu de ça, là, son importance propre qui revient là-dedans. Mais c'est surtout, du moins surtout, qu'on a l'impression que quand on refuse une invitation, que moins d'invitations vont venir. Alors que, au contraire, selon cette étude-là, ceux qui la lancent seraient très prêts à vous relancer une invitation, vous réinviter chez eux, vous faire venir dans un événement quelconque. Donc, il y a peu de danger autour de tout ça. Donc, dans le temps de Noël, si vous avez un party que ça vous tente de refuser, faites-le sans trop vous tracasser. Merci. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN.
Dans cette série de rencontres du temps des fêtes, notre animateur de la joute et du bilan, Paul Larocque lui-même, a rencontré l'épouse de Pierre Poilievre, Anaïda Poilievre Galindo, une immigrante du Venezuela qui a grandi à Montréal. Je vous propose un extrait, on revient. Mais là, vous parlez québécois, là. Tu sais, vous parlez français, oui, mais avec l'accent québécois. Là. Vous vous sentez québécoise? Ben, vous êtes québécoise? Ben oui, certainement. Je me suis complètement intégrée au Québec, puis c'est vraiment grâce à l'accueil chaleureux des Québécois. On écoutait La Petite Vie, fait qu'on a tout de suite embarqué dans le joual. C'est vrai, oui. Avec papa, maman, les... Papa, ben, c'est à cause d'eux qu'on a appris à faire le pâté chinois, steak, blé patate. C'est vrai? Oui! Le courant passe pas autant qu'ailleurs au Canada. Tu sais, on dit de lui qu'il est très abrasif, Pierre Poilievre, qui est tranché, qui fait de la politique un peu à l'américaine, tout ça. Qu'est-ce que vous dites de ça? Ben, je suis certainement pas d'accord. D'ailleurs, je pense que c'est parce que les gens, on n'a pas encore pris la chance et l'opportunité de le connaître au Québec. Mon mari, c'est quelqu'un qui a le sang chaud. Tout comme moi, c'est quelqu'un qui a de la passion. C'est un batailleur. C'est pas agressif. Mais il est carré des fois, là. Hein? Carré? Non, Ouais. je trouve pas. Moi, je trouve pas. Moi, je suis latina, je sais pas. Peut-être, moi, j'ai une expérience différente, puis je veux que c'est ce qu'on voit de lui. Je le trouve pas... C'est un batailleur, mon mari, puis c'est ce qu'on a de besoin. Ah, la ligne entre le professionnel et le privé, hein, Paul? Tu as remarqué les mitaines, hein? Oui. C'est une nouvelle mode? Oui. Qui c'est? Et Sophie, vous remarqué, elle était en talons hauts. Elle a dit, j'ai aucun problème avec ça. Je suis latina d'origine, donc aucun problème avec le froid, jusqu'à une certaine limite quand même. Mais vous savez, Sophie, c'est intéressant parce que comme tout le monde, elle a fait relativement peu d'interventions publiques jusqu'à maintenant, mais à chaque fois, ça a eu un effet bœuf. Là. On se rappellera le congrès qui a élu M. Poilievre à la direction du Parti conservateur, le congrès de Québec, Mario, on s'en parlait à un certain moment. Donc, elle a vraiment étonné tout le monde. Donc, ça fait un bout de temps que j'ai demandé cette entrevue-là, puis finalement, elle l'a accordée. Ce que vous voyez, c'est la petite école primaire du quartier Hochelaga-Maisonneuve où elle et sa famille, elle avait 8 ans, ne parlait pas un mot de français. Ils sont arrivés installés dans un petit 3,5, un demi-sous-sol dans le petit bloc appartement, puis 3 mois de cours de francisation et tout de suite, ils l'ont envoyée à l'école régulière parce qu'elle maîtrisait le français comme ça. Donc, elle raconte son histoire, c'est assez intéressant et c'est clair parce qu'on dit d'elle, c'est la carte cachée, l'arme secrète de Pierre Poilievre. Attendez-vous à la voir de plus en plus au Québec et au Canada. Oui. Elle a de l'expérience en politique, hein? Elle est assez calée dans l'importance des messages. Elle a comme but peut-être de décoller l'étiquette Donald Trump sur le front de son mari pour bien des Québécois, Emmanuel? Oui, je pense que ça contribue. C'est clair qu'elle aide à adoucir l'image de son mari, qui, lui, gagnerait aussi à être connu, parce qu'il y a quand même, lui, une histoire personnelle assez extraordinaire et hors norme. Là. Il est né d'une fille mère, il a été adopté en Saskatchewan. Maintenant, il connaît sa mère biologique. C'est très... c'est à milieu là, des préjugés qu'on se fait des conservateurs de l'Ouest. Là. Moi, je pense qu'elle va jouer un rôle... Si elle a un rôle politique, là, au-delà de l'image à jouer, c'est qu'avec elle, dans l'entourage intime de M. Poilievre, on n'a plus un parti conservateur qui s'imagine qu'il peut gagner sans faire un effort au Québec. Et ça, c'est idéologiquement, stratégiquement, la plus grande influence qu'elle va avoir et qu'elle aura eue, c'est que c'est sorti des schèmes de pensée des conservateurs de dire « Ah, tant pis pour le Québec, on va gagner sans eux ». Elle consacre et a convaincu son mari de l'importance d'y arriver ici au Québec. Et Mario, est-ce qu'on peut imaginer que la carte du couple de l'épouse québécoise face à un Justin Trudeau dont on connaît le nouveau statut de célibataire sera jouée là, de façon appuyée? Qu'on joue ça finement, hein, parce que dans la population, dans les électeurs, il y en a la moitié qui sont divorcés. Là, c'est la réalité. On est en 2023. Il faut que ça se joue quand même assez finement. Non, moi, je pense que c'est surtout la chaleur de sa personnalité. Là. On le sentait dans la discussion avec Paul. Puis, on pourrait dire, elle est comme parfaite. Elle vient du Venezuela, un pays qui a perdu son monde à cause d'un virage communiste. Puis elle représente un parti plus à droite qui défend les libertés. Elle est arrivée ici où elle a trouvé la liberté. Donc, toute son histoire, tout marche là, pour un chef conservateur. Elle parle français, un super beau français parfaitement. C'est évident qu'elle maîtrise un peu les deux aussi. Elle maîtrise le côté humain, mais elle connaît la politique, elle y a touché, elle comprend ce qu'elle fait politiquement. Alors, pour vrai, c'est tout un atout, là, sans blague. Là. Donc, on a hâte de voir ça au bilan ce soir. Au bilan, l'entrevue intégrale. C'est petite anecdote aussi. Là, j'ai appris qu'à la maison des Poilievre Galindo, on ne parle que français et espagnol. Les deux enfants ne parlent pas anglais encore. Là. Et M. Poilievre ne parle que français à la maison, quand même.
Quand même. Oui, Alors, avouez, à voir. avouez. Parlant des conservateurs, le ministre des Finances, Éric Girard, là, la rumeur circulait. Là, il semblerait qu'il n'y a pas trop d'intérêt au sein de l'état-major de M. Poilievre. On essaie de décoder ton air, Emmanuel. Oui, non, je pense que, écoutez, il n'y en a pas d'intérêt. Il y en a peut-être eu un, mais il y a un problème idéologique fondamental. Là, c'est l'appui de M. Girard à l'idée d'une taxe carbone, d'un prix sur le carbone. Ça, c'est non négociable. Et politiquement, M. Poilievre ne prendra jamais le risque d'avoir un ministre des Finances qui a défendu ce principe-là. Après ça, ajouter le fiasco de la subvention aux Kings de Los Angeles, ça ne pardonne pas. Là. Alors, c'est ça qui fait que pour un chef qui, de toute façon, par ses réflexes, ne croit pas au principe de la vedette parce que ça a beaucoup moins de poids dans l'électorat au Canada anglais que ça en a ici. T'ajoutes après ça le problème de la taxe sur le carbone, les Kings, etc. Le mariage n'était pas pour arriver. C'est une chose de dire que M. Poilievre, ça marche pas, c'est pas son genre, il ne voit pas comment M. Girard serait son ministre des Finances, mais ça n'excuse pas et je pense que ça ne justifie pas l'espèce de job de bras assez grossière qui a été faite dans le journal ce matin à l'égard de M. Girard comme s'il était un moins que rien. Il y a comme une marge en dire, sais-tu, ça marche pas, on n'a pas envie de toi, puis de dire que c'est un nul. Là, il reste un tout petit 15 secondes, Mario, en terminant. Oui, mais parce que derrière ça, l'histoire, là, c'est est-ce que la CAQ va perdre son monde? Là? Il y a des rumeurs de ministres importants qui pourraient retourner dans le secteur privé, retourner faire d'autres choses. Éric Girard qui regardait vers Ottawa. L'histoire derrière l'histoire, c'est est-ce que François Legault va perdre son monde dans l'état actuel de désorganisation du parti? Là. C'est ça. Bien, merci beaucoup et on regarde cette entrevue ce soir au bilan, Paul. Merci. À demain. Allez. Une autre vision de l'actualité. Cube Radio. Ah voilà, c'est ce qui conclut notre émission de ce jour, première de la semaine, première de notre dernière semaine avant l'arrêt des fêtes. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain. Cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo sur la plateforme Cube, via l'application ou le site cuberadio.ca.